il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris que j'accompagne sur l'amour, le manque d'amour. Et il y avait un monsieur qui m'avait dit, mais qu'est-ce que l'amour vient faire dans le travail? Et il était en plein dedans, en fait, parce qu'il cherchait à être aimé et à être vu et à être reconnu. Salut tout le monde, bienvenue dans CCDQ. Concrètement, ça donne quoi? Aujourd'hui, on reçoit Aïcha Mia. Aïcha est très importante pour moi. Moi, je dis à tout le monde qu'il faut avoir une Aïcha dans sa vie. Clairement, on va y aller. Je vais vous la présenter. C'est parti. Salut Aïcha. Salut Jennifer. Ça va? Très bien. Merci pour cette touchante introduction. Merci. Oui. Non, mais ça, j'y tiens. Ça tient beaucoup pour moi. Franchement, tu m'as fait avancer sur plein de choses. Donc, pour que les gens comprennent, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Aïcha. J'ai 57 ans depuis peu. Je suis maman de 2 grands garçons de 25 et 22 ans. Ça se trouve, je me trompe dans les chiffres, mais c'est normal. Je ne les vois pas grandir. Je suis formatrice, coach et psychothérapeute. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'aime tous ces métiers-là et qui ne se sont pas présentés dans l'ordre où moi je les avais choisis. Mais on va en parler. Ouais. Mais j'aime toutes ces étiquettes. Et sinon, moi, je suis quelqu'un qui adore le partage, qui aime les rencontres. Et peut-être qu'on parlera de... Justement, en parlant de rencontres, on s'est rencontrés, ça fait maintenant 2-3 ans, si c'est pas plus. Oh, plus. Plus que ça. Plus. Ouais. Plus. On s'est rencontrés à un événement d'entrepreneurs. Et elle m'a regardée. Elle était dans l'autre bout de la salle. Et elle s'est dit, elle est sympa. Et en fait, c'est comme ça qu'on a accroché, on a discuté. Et ouais. Et comme on dit, ça a matché. Ça a matché en discutant, les relations et tout, la vision. Et ouais, non, franchement, moi, j'avais un souci sur l'argent au début. Voilà. Je me restreignais beaucoup, je comprenais pas ma relation avec l'argent. Et toi, tu as réussi à décortiquer tout ça, à me faire comprendre mon schéma, on va dire, comment je me comportais, comment mes parents ont vécu leur relation avec l'argent. Et en fait, ça a découpillé plein de choses pour moi et même dans mon couple. Donc pour ça, merci beaucoup. Tu sais, il y a on appelle ça des coups de foudre, tu vois, tu vois quelqu'un, tu dis tiens, j'ai envie d'aller vers cette personne plus qu'une autre. En général, les gens vont plus facilement vers moi, en fait. Mais là, j'ai dit exact comme tu as dit, j'aime bien cette nana, elle m'inspire, il y a quelque chose de solaire chez elle. Et on dit que ce qu'on voit chez l'autre, on l'a aussi un peu. Voilà. Donc, voilà, 2 soleils. On est juste un petit peu narcissique, mais c'est normal. On a travaillé notre estime de nous. C'est ça, moi j'ai dit la dernière fois, il faut s'envoyer des fleurs. Voilà, donc le soleil pour moi c'est très important. Je viens du soleil aussi, et toi aussi. Donc je pense que dans cette grisaille parisienne, voilà, il y a quelque chose qui a rayonné. Je me suis dit tiens, et effectivement on a échangé et on a sympathisé. Puis tu m'as parlé un peu de là où tu en étais, et puis je te dis aussi là où j'en étais. Et puis voilà. On a effectivement, je crois que quand je t'ai rencontrée, je venais de former justement sur l'aspect à l'argent. Donc je t'ai dit, voilà, je me suis formée, je pourrais te proposer quelque chose sur ce qui était des problématiques. Et voilà, on a dénoué. Et moi, je dirais que ta qualité, c'est que t'es très flexible, t'intègres le changement. Non, mais c'est vrai, pour accompagner plein de gens, des fois on peut proposer des choses, mais les gens se laissent un peu vivre et ils ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on soit là constamment. C'est ça, du coup, et moi je suis en tant que ce soit formatrice ou coach ou thérapeute, pour l'autonomie. C'est-à-dire que la personne, elle dépende le moins possible de moi et qu'elle ait des outils, des façons de se regarder, de prendre du recul pour pouvoir avancer sur ces problématiques. Et après, amener j'ai essayé ça et ça a coincé ici, j'ai essayé telle chose et là, ça a été fluide à ma grande surprise. Donc, tu vois, ça c'est une vraie qualité que tu as de... Merci. Voilà, d'accepter, parce que quand même, le changement, tout le monde y aspire, mais ça demande aussi une vraie remise en cause, aller dans des zones qui ne sont pas toujours confortables, regarder son histoire, ses parents. Il y a des gens, c'est chasse gardée, et ils veulent quand même bouger. Sauf que des fois, pas toujours, il ne s'agit pas toujours des parents, mais quand même, la source
En tout cas, le rapport à l'argent, l'estime qu'on a de nous-mêmes, la confiance, comment on ose se montrer, se démarquer, sa singularité, enfin plein de choses ont été initiées dans la famille. Et après, alors soit c'est une bonne initiation au sens de, il y a une grande ouverture et il y a un climat favorable, et ben génial, ça va faire des personnes qui vont aller facilement de l'avant, qui vont créer des choses, qui n'auront pas peur de l'échec, même si moi j'appelle ça une expérience, in fine. Exactement. Et donc voilà, et tant mieux, il y a des gens qui n'ont pas cette nécessité-là, ou en tout cas qui gèrent leurs problématiques de façon différente. Il y a des gens, c'est du sport, donc on va dire que tout le monde a besoin d'un accompagnement. Mais quand on coince, c'est important de se tourner vers quelqu'un pour lui dire, tiens, comment tu fais ça ? Parce que moi, ça, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit, comment c'était quand on était petite avec l'argent ? Comment on fonctionnait et tout ? Et franchement, sur ça, je suis hyper contente et j'arrête pas de la remercier tout le temps. Franchement, elle a pas hésité. Elle m'a vraiment tout expliqué et là, j'ai vraiment tout compris. Donc, franchement, c'est précieux. C'est précieux, ça. Donc, bon. Ouais. Et de manière générale, mais peut-être qu'on en parlera, je trouve que c'est vraiment récolter notre histoire. C'est quelque chose qu'on fait peu, en fait. On est un peu dans le quotidien et on ne va pas à la source, c'est-à-dire d'aller questionner l'histoire de nos parents. Ça a automatiquement une imprégnation sur nous, qu'on le veuille ou pas. Il y a l'épigénétique, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur le fait que déjà dans le ventre de notre mère, il y a des choses qu'on absorbe au sens premier. Mais il y a aussi l'environnement, je sais pas, c'est comme une plante, je sais pas moi, un séquoia, bon, je suis pas très bonne en plante, mais qu'on le plante en Asie ou en Afrique ou je sais pas en Amazonie, ça va pas donner la même chose. Donc par définition, nous, avec ce terreau-là, on va faire quelque chose. Et ce terreau-là, je trouve qu'on le questionne peu. On demande rarement à nos parents comment ils se sont rencontrés. C'est peut-être la chose qu'on demande le plus, peut-être, et encore ça dépend des familles. Mais leurs rêves, ce qu'ils avaient envie de faire, comment étaient leurs parents, est-ce qu'ils étaient encourageants ou pas, est-ce qu'ils ont rerouté leur direction professionnelle, amoureuse, familiale. Est-ce qu'on était un enfant désiré par les deux ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous ont pas aimés, mais on sait bien, on a des enfants. Il y en a parfois un qui initie le mouvement et l'autre dit, il a l'air d'insister, on va aller là, ou acquérir tel bien, ou avoir un deuxième enfant, ou un troisième, peu importe. Mais je trouve que récolter, c'est notre histoire. Ouais. Et avec ça, on a énormément d'éclairage sur qui on est, sur ce qu'on a absorbé, ce qu'on... C'est même pas que l'on a, c'est comme le logiciel Windows, quoi, en fait. On a un logiciel qui fonctionne en arrière-plan. C'est ça. Et si on questionne pas ce logiciel, on va répéter une histoire. Alors, si elle nous paraît belle et qu'on a envie de faire ça, c'est super. Mais parfois, il y a des répétitions, il y a des bugs et on ne comprend pas comment les résoudre. Exactement. Et en fait, ces bugs-là, on pourrait dire, je sais pas, la dernière fois, j'ai fait un live sur les relations amoureuses. C'est, j'ai pas de chance, moi, je rencontre que tel type de personne. Et une fois, c'est un hasard, 2 fois, c'est une répétition, 3 fois, c'est ton histoire qui agit. Et professionnellement, il y a des gens, ils échouent professionnellement. Enfin, échouer, c'est pas tant ça, mais en tout cas, il y a un blocage. Et souvent, on va avoir l'explication du rapport au travail du père ou de la mère, de l'argent, par exemple. L'argent, typiquement, il y a beaucoup de familles où on colle des choses sur l'argent, parce que l'argent, c'est neutre, en soi, c'est un chiffre. C'est ça. Il y a des gens qui vont dire que 10 000, c'est beaucoup, d'autres vont dire que 5 000, c'est beaucoup, d'autres vont dire, déjà, si 2 000 euros, c'est déjà beaucoup, et à 15 000, je suis très riche. Enfin, voilà. En fait, c'est très subjectif, en fait. Donc, c'est ce qu'on colle sur l'argent. Et donc, on peut dire l'argent est sale, ou l'argent, ça change le rapport humain, ou l'argent, ça va me faire perdre la tête. Donc, voilà. Donc, et en réalité, c'est pas notre vision, dans un premier temps. C'est la vision dans laquelle on a béni. Exactement. Avant de continuer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire comment tu as atterri dans l'entrepreneuriat ? Alors, j'ai d'abord atterri dans l'entrepreneuriat, pas pour moi, mais le papa de mes enfants avait des problématiques au travail, des frustrations de ne pas avancer comme il voulait, des petits sabotages managérials, et je lui ai suggéré de peut-être se lancer à son compte. Il ne voyait pas du tout ce qu'elle allait faire, et je pense que déjà, sans le savoir,
j'avais un esprit coaching. C'est ça. Voilà. Et ça, à l'époque, voilà. Suggéré, tiens, tu as fait voilà, ça. En tout cas, voilà. Et donc, j'ai un peu coaché vers quoi il pouvait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Le marketing, trouver des personnes ou avoir des aides. Donc, j'étais un peu en arrière-plan, puisque j'étais pas visible. J'ai fait les devis. D'accord, mais tu avais quand même déjà cette vision un peu gestion quand même. Oui. Je t'avoue que je ne sais pas trop d'où ça me vient, parce que dans ma famille, il n'y avait pas Enfin, mon père était un petit peu, en tout cas au Maroc, parce que je viens du Maroc, même si je suis française et marocaine. Et des petites, je voyais des gens vendre des crêpes, d'autres vendre des cigarettes, d'autres vendre à n'importe quel coin de rue. Il y a, alors on dirait ça de manière péjorative, marchand ambulant, mais il y avait ce truc de dès que tu as quelque chose, tu peux le vendre. Ouais. Ce rapport-là. C'est du commerce. Voilà, c'est du commerce. Donc il y avait cet état d'esprit-là. Moi, il y a une partie que j'ai pas très développée, c'est le rapport à l'argent. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je suis pas une bonne commerciale du tout. Par contre, voir cet état d'esprit-là et le voir chez les autres, en tout cas, ça me paraissait facile. Donc c'est comme ça un peu que l'entrepreneuriat est rentré. La petite fibre. Mais j'étais un peu derrière. En plus, j'étais enceinte de mon second fils, tout ça. Donc lui, il avait son projet et moi le mien. Et en même temps, je m'occupais un petit peu de plein de choses périphériques. L'entrepreneuriat, un peu comme la maternité. Alors, l'entrepreneuriat, c'est au sens large homme-femme, mais et la maternité, en tout cas pour les femmes, c'est deux espaces qui vont réveiller plein de blessures et notre histoire, en fait. Donc, je l'ai vu d'abord sur lui, en fait. Je me suis rendu compte que, voilà, tout ça, c'était les enjeux. Se faire payer, définir des tarifs, enfin, toutes ces choses-là. Je les ai vus, mais on va dire de l'extérieur, donc c'est plus facile. Et en même temps, en parallèle, je me formais à être psychothérapeute. Ah. Et du coup, les outils que j'apprenais, je les mettais un peu au service de l'entreprise, en fait. Parce que sinon, tu me diras d'où ça me vient, cette histoire de croyance et tout ça, et de blocage. Moi, dans ma famille, j'étais la seule à être très curieuse de cet environnement-là, parce que très vite, c'est peut-être presque un mécanisme de défense, moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et j'ai grandi dans un environnement où je ne comprenais pas grand-chose. Et je me disais qu'il devait bien avoir un sens à tout ça. D'où ma curiosité du cerveau humain, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi comment on fonctionne, pourquoi est-ce que telle personne fait ça et d'autres pas, et pourquoi deux personnes font la même chose, ça ne donne pas la même chose. Voilà, il y avait une curiosité de l'humain qui fait que je crois que je crois que c'est quand j'étais enceinte que je me suis dit il faut que je fasse autrement que l'éducation que j'ai eue, parce qu'elle n'était pas très aidante, en tout cas, parce que j'avais une estime de moi assez calamiteuse, et une confiance au ras des pâquerettes. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train d'attaquer mes parents. Ils ont fait comme ils ont pu, avec les éléments qu'ils avaient. Exactement. Et eux, c'était un peu, tu sais, la vision, faut jamais dire ce qui est bien, parce que l'enfant va devenir prétentieux. Par contre, il faut tout le temps lui montrer ce qui ne va pas. C'est ça, on pointe les erreurs. Voilà, le no pain no gain, il faut y aller. Ça ne marche pas sur tout le monde, quoi. Et il y a des personnalités, en tout cas moi en tant qu'enfant, ça m'a un peu annihilée. Vraiment, il y a eu un truc de je me résigne, je suis nulle et j'arrive à rien. Donc c'était des messages assez forts, mais qui m'ont été dits, que je n'ai pas inventés. Et après, je m'y suis conformée. Donc quand j'ai été enceinte, je me suis dit, oula... On va pas faire pareil. Je ne veux pas faire pareil. Alors, il y a tout le truc de je ne veux pas être comme ma mère, tout ça. Bien sûr que je l'ai dit. Voilà, parce qu'il y avait un jugement dans un premier temps. C'est comme ça qu'on s'individualise. C'est-à-dire qu'on regarde l'autre et on se dit, mais moi, je ne veux pas faire la même recette parce que ça donne un gâteau un peu bancal. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré d'abord un accompagnement. Moi, en tant que cliente. Et ensuite, j'ai tellement aimé ce qu'elle m'expliquait. Et voilà, il y avait quelque chose de pédagogique que je me suis dit, j'aime beaucoup ça. Et je suis sûre que ça pourra aider d'autres gens. Ouais, d'accord. Voilà. Bien. Donc, c'est comme ça que l'entrepreneuriat, et je dirais mon entrepreneuriat à moi, il a démarré quand j'ai fini cette formation, justement.
qui était assez longue, hein, qui durait pratiquement 4 ans, où j'avais un week-end par mois, 3 jours, plus des groupes de pairs. Enfin, c'était une formation vraiment où j'ai beaucoup, beaucoup appris. La thématique, c'était l'analyse transactionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde du travail. On utilise beaucoup parce que c'est lié aux interactions que l'on a humainement. Et à partir d'où on parle. C'est-à-dire que l'idée, c'est... à l'intérieur de nous, il y a 3 instances. On va dire qu'il y a le parent, c'est-à-dire le « il faut, je dois », tu vois, il faut que je me brosse les dents, il faut que j'arrive à l'heure au rendez-vous, il faut que j'ai préparé. L'autorité. Voilà, le cadre, tout ça. Avec son pendant de positif et de négatif, parce que ce parent, il peut être soit positif, nourricier, soit critique. Voilà, il y a les 2 branches à l'intérieur. Et la partie enfant, qui est la spontanéité, la joie, la créativité. Et quand cette partie-là est un peu négative, c'est soit l'enfant rebelle, c'est j'en ai rien à foutre de votre système, moi la hiérarchie, je sais pas quoi, ou malheureusement l'enfant adapté, c'est-à-dire la personne qui va, l'enfant qui va se dire, je dis rien, je dis oui à tout, comme ça tout ira bien. Donc voilà, dans le négatif, il y a toujours un pendant. Voilà. Et la partie, on va dire, qui observe, c'est la partie adulte, c'est-à-dire le factuel. C'est aujourd'hui, on est dans tel espace, il y a des éclairages, je parle avec toi, on échange. Tu vois, c'est factuel. Et donc, ces 3 espaces-là, en fait, ils n'agissent pas à l'intérieur de nous de la même façon. C'est-à-dire que si je suis ton patron et que je viens de te voir, je vais te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, Jennifer ? Et toi, tu dis, ah bon, il y a quelque chose qui va pas ? Et là, tu es dans l'enfant adapté et tu paniques, quoi. Et sinon, tu peux aussi me dire, de toute façon, vous n'êtes jamais content, à chaque fois, c'est toujours pour me dire des choses pas bien. Et bien là, tu es dans l'enfant rebelle, tu vois. Voilà. Et l'idée, c'est d'être un peu plus dans l'adulte, expliquez-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des éléments concrets sur lesquels vous avez besoin que je mette mon attention ? Là, on redescend déjà d'un cran. C'est ça, on part sur vraiment du factuel. Voilà. Et d'ailleurs, le patron là, que j'ai incarné, c'est le parent... critique, tu vois, c'est le boss qui vient mettre de la critique. Donc voilà, donc cet outil-là, je l'ai trouvé formidable. Ouais. Je m'y suis formée, j'ai fini ma formation et il fallait démarrer des accompagnements. Exactement. Et c'était une autre époque, ça devait être en 2007, 2008, un peu dans ce genre-là. Donc les réseaux étaient assez peu dominants, présents, parce que quand même, là, c'est le règne de ça. Donc, c'était un site internet, une carte de visite, le bouche à oreille, aller chez les pharmaciens, les machins, les médecins, pour dire tout ça. Donc, on avait à l'époque acheté une maison où il y avait un espace. Donc, on va dire qu'il y avait un climat assez favorable, où j'avais mon local, mes petites cartes. Alors, c'est drôle, les cartes de visite. Tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un peu de sabotage. Hein. Ça m'a un peu sauté aux yeux. Par exemple, j'avais commandé, mon numéro de téléphone n'était pas bon. Un coup, c'était le mail. Un coup, c'était l'adresse. Oui. Donc, il y a eu plein de petits cailloux. D'accord, tu les as refaites plusieurs fois. Oui. Et comme j'ai des anglements que je connais, donc j'ai vite vu qu'il y avait un truc qui n'était pas fluide, en fait, dans ma démarche. Je n'osais pas y aller. Tout ça a été bien... Enfin, je veux dire, il y avait tout pour. Et pourtant, il y a eu des petits couacs. Et au fond, quand j'ai creusé, il y avait un truc, c'est trop beau pour moi, tu vois. Ah, d'accord, tu te sentais pas... C'était pas légitime. Il y a un truc... non. Voilà, il y avait un truc que je me sentais pas légitime d'oser faire ce métier et de gagner ma vie. Il y avait un truc de... Tu fais... Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Soit tu fais un truc que tu aimes, mais tu seras pas bien payé pour. Soit tu fais un truc que tu n'aimes pas. Mais tu peux t'arranger pour bien gagner ta vie. Donc, c'était assez binaire. Et c'était un peu les croyances dans lesquelles j'ai baigné. Le patron était rarement bien vu. Donc, tout d'un coup, j'allais, moi, être la boss. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça, les conflits de loyauté à l'intérieur de soi, déjà, sont incarnés. Et comment je peux dépasser, moi, ma famille, quelque part. Parce que faire quelque chose que j'aime, qui ne nécessite pas quelque chose de physique. Ma mère a fait des travaux qui étaient quand même difficiles, mon père aussi, gagnaient pas énormément leur vie. Il y avait une vision du riche qui était très critique. Donc, tu vois, tout ça, c'est venu... C'est ça. En fait, tu as eu des combats avec justement les 3 entités dont tu nous as parlé. Exactement. Donc, le voir chez le papa de mes enfants ne m'a pas éclairée sur mes propres limites. Je voyais, je me disais, ah oui, ok. Tu
C'est ça, mais on voit chez les autres et on voit pas forcément chez soi. Bah oui, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Ouais. Voilà, c'est pas parce que je l'ai vu chez lui que je pouvais les diagnostiquer chez moi. C'est en voyant les cailloux qui étaient sur le trajet que je me suis aperçue que c'était un peu coincé dans certains espaces. Donc ça, c'était vraiment pertinent pour moi d'observer et de lâcher au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, tu dois pas être prête, lâche. Le hasard ou pas, je me retrouve avec 2 choix, qui est un choix, on va dire, de l'accompagnement social et sur le travail, qui était un job salarié, et, pour être plus précise, à Pôle emploi, et un job de formatrice avec plein de thématiques différentes, mais qui tournent un peu autour de choses que j'aime bien, qui sont la communication, la gestion du conflit, la gestion du stress. Il y avait aussi l'interculturalité et un peu les soft skills. Donc voilà, ces thématiques-là. Et la confiance en soi qui viendra après, mais qui n'était pas primordiale. Alors moi, j'avais jamais fait ça dans cet environnement-là. C'était un environnement plutôt aéroportuaire. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y. C'est ça. C'est du changement, ça a l'air fun. Nouveau. Par contre, il y avait marqué entrepreneur, tarif à discuter, tout ça. Donc, il y a eu plein d'interrogations. Et je me suis dit, par curiosité, quand même, chiche, vas-y. Je suis pas sûre que la dame, elle adhère à ton profil. Mais en tout cas, il y a eu un truc super... un bon feeling avec cette personne. Elle m'a dit, bah oui, ok, tu peux... tu démarres, je sais pas, j'avais dû l'avoir une semaine avant, et la semaine suivante. Et j'ai démarré en tant que formatrice. Alors, j'avais déjà fait de la formation, l'accompagnement à des demandes d'emploi, sur le CV, comment se vendre, des choses comme ça. J'avais fait des petites missions. La formation, je connaissais quand même un petit peu, mais cet environnement, je connaissais pas. Et là, c'était quelque chose d'assez intensif. C'était pas du one-shot, c'était vraiment beaucoup de groupes. Et pendant 4 ans, donc là, j'étais à mon compte. En tant qu'auto-entrepreneur, je facturais cet organisme sur le nombre des différentes d'horaires. formations, les thématiques. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est initié. Et finalement, mon démarrage d'entrepreneuriat, on va dire officiellement, statutairement, c'est en tant que formatrice. En tant que formatrice. Très bien. C'est bon. Moi, j'aime bien. Justement, dans ton parcours de formatrice, qu'est-ce que tu as remarqué chez la plupart des gens que tu as formés? Vu que tu as formé sur la gestion du stress, les soft skills, tout ça, c'est un public de personnes plutôt salariées. Donc, il y a certainement des similitudes pour la partie entrepreneuriat, mais qu'est-ce que tu remarques chez les gens en général, vu le bagou que tu as aussi en tant que psychothérapeute? Alors, je parlais pas de cette casquette-là, parce que les gens, dès que tu leur dis thérapie, psychothérapie, alors soit ils te disent « Oh, t'es en train de me psychanalyser », c'est ça, tout de suite. Mais moi, je suis pas un robot, c'est comme quelqu'un qui cuisine, il cuisine pas tout le temps, donc je suis une humaine, et j'avais, je pense, bien avant d'être formée à plutôt une sorte d'empathie naturelle, et même si je m'exprime... être bavarde, je suis quelqu'un qui a une écoute très aiguisée. C'est-à-dire que j'entends ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, la façon dont c'est dit. Donc tout ça, ça fait un peu partie de moi. Par contre, c'est vrai que j'ai observé que beaucoup de personnes n'étaient pas au bon endroit, mais faisaient beaucoup de choses par défaut, par peur. Le public que j'avais, il était assez hétéroclite parce que j'avais des gens qui étaient au chômage et qui faisaient une reconversion. J'avais des gens qui étaient en poste, des jeunes qui étaient en formation de CAP de divers domaines et des publics très variés, en tout cas dans l'aéroportuaire, du bagagiste au PNC, c'est-à-dire hôtesse de l'air, steward, tout ça. Donc c'était des publics. Et puis quand j'allais en entreprise, là, on a des informaticiens, des chauffeurs de bus. Donc, c'était vraiment des publics, on va dire, de 17 à 40 et quelques hommes-femmes de tout horizon et tout bagage de formation varié, avec des profils variés. Ce que j'observe, c'est que les gens ne font pas toujours ce qu'ils aiment. Ils font des choses par défaut, et par crainte et par peur. Ils n'ont pas vraiment beaucoup confiance en eux. Voilà. Et ils gèrent assez mal leur stress, ou ils le nient. Voilà, ils le nient. On va dire que c'est un petit peu ça. Et ils composent avec beaucoup de choses, je trouve. Le truc que j'ai observé, c'est que peu de gens
ont été bien nourris au sens... donc, il y a des blessures. Il y a des blessures, souvent, je remarque plus ça chez les hommes et parfois chez les femmes, de reconnaissance. De vraiment, je vais montrer au travail ma valeur et je vais montrer à mon père inconsciemment. C'était, tu vois, je vais te montrer que moi j'ai de la valeur et que je suis pas un bras cassé ou je suis pas aussi nulle que tu le pensais. Enfin voilà. Mais y a un comment truc on comme peut le ça. remarquer ça? Bah, quand il y a du trop, déjà, quand la personne elle en fait trop, quand elle dit qu'elle n'est pas vue, quand il y a des opportunités, quand il n'y a pas d'augmentation, quand la personne commence à tourner en rond, quand parfois elle prend énormément de charges et parfois le travail d'autres, c'est ce qui génère justement in fine, soit des burn-out, et c'est un peu plus les femmes que j'ai observé ça, du harcèlement, parce qu'il y a un problème de limite. Voilà, les gens qui ont des failles, comme des failles soit de reconnaissance, et je sais qu'au début, quand je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris que j'accompagne sur l'amour, le manque d'amour. Et il y avait un monsieur qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que l'amour vient faire dans le travail ?» Et il était en plein dedans, en fait, parce qu'il cherchait à être aimé et à être vu et à être reconnu dans le travail, parce qu'il y avait une faille, en fait. S'il n'y avait pas de faille, il se dirait « Je fais mon job, je suis content de moi. » Voilà, il y aurait une sorte de distance assez saine et pas une sorte d'addiction à vouloir absolument tout faire bien, tout le temps, et à prendre sur ses épaules ce qui n'est pas de son ressort. Et en face, c'est pas tant que les patrons sont ceci, cela. Enfin, je ne crois pas trop au truc binaire, bien sûr qu'il y a des managers à qui il manque beaucoup, beaucoup de compétences, mais en face, moi, si tu me sers plus que ce que je n'ai demandé, au début, ça va m'arranger. Bah oui. Et après, je vais m'habituer. Exactement. Donc, si tu en fais plus, bah, c'est que ça te plaît. Ouais. Donc, génial, c'est que tu aimes ton métier, tu l'aimes un peu plus que Jacques à côté. Et donc, bah, moi, ça m'arrange, je vais m'appuyer sur toi, en fait. Ouais. Donc, du coup, bah, si en face, il y a quelqu'un qui a une carence, eh ben, on va s'auto-alimenter. Et c'est pas le manager qui va dire stop. Enfin, évidemment, là, avec l'époque dans laquelle on est, il y a des managers qui de sensibilisation, ont les risques psychosociaux, des choses, mais malgré tout, ça existe toujours. Parce que de toute façon, l'autre ne saura jamais ce qu'on vit. Donc, si on ne lui envoie pas des signaux, s'il n'y a pas des signaux, bah, la personne va se dire, bon, bah, c'est OK, la personne, elle gère 2 postes, peut-être 3, et ça tient. Bon, bah, super. Et puis, peut-être qu'elle aime ça. Et c'est quand on commence à sentir qu'il y a du trop, en général du côté du salarié ou du cadre, tout ça, qui va aller voir, et ben là, en fait, c'est un peu presque trop tard, parce que l'autre, il s'est habitué. Donc, il comprend pas qu'on lui retire ce qu'on lui a donné, un peu comme un enfant, on lui dit, tiens, un paquet de gâteaux. Non, finalement, je te le donne pas. Bah, en face, il y a quelqu'un qui est pas content. Donc, voilà. Donc, les signaux, il y en a plusieurs, mais en tout cas, cette histoire de limite, de trop, de surinvestissement, de plus de recul, d'être un peu hanté par le travail, même quand on n'y est pas aussi. Donc, c'est des éléments à surveiller et avoir un cadre de vie équilibré. Donc là, on a vu la partie salariée. On sait souvent que les salariés, quand ils sont un peu en boucle comme ça, à un moment, quand ça n'avance pas, ils se disent « Allez, c'est bon, je vais me mettre à mon compte ». Et là, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu remarques souvent comme, on va dire, pas accident, mais événement auquel ils ne s'attendent pas? Bah, il y a plein de choses. En fait, ils voient, mais comme nous tous, ils voient la surface. Ils voient l'entrepreneur à succès, celui qui a eu une idée, qui a trouvé le super truc pour accrocher au restaurant. Tu vois, l'invention qui fait que tu vas faire fortune. C'est ça. Tout le monde pense qu'il ou le rêve à Bali. Ou voilà, il y a un truc un peu idyllique. Et aussi cette idée que j'ai plus de patron qui va me bip bip, voilà, et qui va me casser la tête. Et je vais décider moi-même de mon temps, de mon activité. Et voilà, donc il y a ce truc de le salariat était souffrant ou ne m'a pas donné des résultats financiers que je voulais. Ça peut être l'un ou l'autre. Et aussi, on va dire, un autre public qui est les mères de famille et qui à juste titre ou pas, en tout cas qui se disent je dois jongler entre ma vie de famille et une activité, et donc je préfère être entrepreneur, comme ça je décide de travailler. Ça, je décide de mon temps.
Voilà, on va dire que c'est un petit peu les trois. Alors des fois, ça peut être fusionné, ça peut être quelqu'un qui a eu un rapport à l'hiérarchie difficile et qui gagnait pas bien sa vie et qui se dit en plus, je vois jamais mes enfants et ou l'un ou l'autre. En l'occurrence, ça là, c'est un bon constat. Mais il y a une petite illusion derrière. Voilà, disons que c'est un peu comme la rencontre, hein. En général, on n'a que les bons aspects. Voilà. La personne, elle va pas te dire tu vas peut-être être réveillé jusqu'à 3h du matin, peut-être tu vas avoir une idée de projet, mais en fait, ça correspond pas du tout à la demande. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu en surface simple, mais qui vont, comme je disais tout à l'heure, un peu comme porter une gestation un enfant, il va y avoir plein de choses à l'intérieur qui vont se réveiller. Des peurs, des limites, des craintes. Et tout ça, en fait, c'est absolument pas mis en lumière. Ça commence un petit peu maintenant, on en parle un petit peu, mais en tout cas... on parle assez peu. On parle de tu as un projet, est-ce que tu as de l'argent de côté en général, il y a beaucoup l'aspect financier. C'est beaucoup l'argent. Il y a aussi le business plan. Donc, en général, quand tu veux créer une entreprise, tu vas à la chambre des commerces, tu déclares. Donc, l'aspect administratif financier est assez bien mis bien couvert. En lumière. On sait, voilà, ce qu'on doit faire si on a une idée. Mais l'aspect pratico-pratique, il y a encore du... Voilà, en tout cas, nous, en tant qu'entrepreneurs, qui nous sommes ? Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut proposer et à quoi va servir ce qu'on propose ? Et est-ce qu'en face, il y a quelqu'un qui est prêt à mettre une somme d'argent pour ça ? Et est-ce que nous, on a l'esprit entrepreneur ? C'est particulier, l'esprit entrepreneur. On parlait tout à l'heure d'enfants. Quelque part, quand on est salarié, il y a plein de choses dont on ne se préoccupe pas. C'est-à-dire, on ne se dit pas tous les jours, faut que je trouve mes clients, enfin, sauf si on est commercial, mais même quand on est commercial, il y a quand même un cadre. Il faut partir au charbon. Voilà, faut tous les jours remettre son pain sur son ouvrage, en tout cas, sur la table et se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qui je vais voir, comment je fais pour trouver mes clients, comment je gère mon administratif, comment je gère ma comptabilité, comment je gère ma communication, comment je gère ma vie en dehors de ça. C'est ça. Et comme beaucoup d'entrepreneurs travaillent chez eux, on va dire que c'est encore plus complexe pour... Alors, c'est complexe pour les hommes et les femmes parce qu'il faut délimiter l'espace et que, on l'a vu pendant le confinement, les enfants, les chats, enfin, tout ce qui bouge et qui fait du bruit et qu'on ne maîtrise pas, et qu'on ne peut pas, à part les poissons rouges, il y a des intrusions. Donc déjà, l'espace, le cadre, il faut le définir, le délimiter, que dans la famille, on sache que on rentre pas de telle heure à telle heure. Voilà, donc déjà il y a ça, parce qu'en général c'est rare, bien sûr qu'il y en a, mais de gens qui ont un local, on démarre rarement comme ça. Donc il y a déjà cette porosité avec la vie personnelle, le foyer. Et puis après il y a les mères de famille, même si je pense qu'il y a des papas aussi qui peuvent être concernés, de la vie familiale. Entre deux coups de fil, je fais une machine, je lance le repas, je vais peut-être chercher le petit. Donc tout ça, c'est mis un peu comme ça de côté. Et je dirais qu'après, l'autre partie, c'est je ne me connais pas en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas où vont se nicher mes difficultés. C'est ça. Donc si on n'a pas questionné ce dont on parlait tout à l'heure, on aura notre rapport à l'argent, notre rapport aussi au cadre, à la structure du temps, c'est-à-dire se dire là j'ai pas fait ma compta, je la ferai quand les petits seront couchés, et donc faire ça à 23h jusqu'à 2h du matin, ou ma communication, ou peu importe, et au bout d'un moment, il va y avoir de la fatigabilité, ce qui est logique, parce que la personne, elle a quand même une journée qui démarre, elle doit emmener les enfants à l'école, elle a peut-être des choses à gérer. Et donc, s'il n'y a pas un cadre, il n'y a aucun... je dis souvent, il y a pas gros, si les portes sont pas... Enfin, c'est pas histoire de cloisonner, mais en gros, s'il n'y a pas un temps pour tout, en fait, c'est le bordel. Ça. Si on n'est pas organisé, si on n'a pas un truc avec les échéances, par exemple, il faut payer l'URSSAF. Mais l'URSSAF ne va pas toquer à la porte pour dire il faut payer l'URSSAF. Un peu comme ton boss te dirait t'as facturé tel client, voilà. Parce que lui il check aussi. Donc si on n'a pas cette autonomie et cette autogestion et cette discipline, le temps va être très malléable, fluctuant. Donc ça peut prendre beaucoup de temps de trouver sa façon d'être structuré.
Pareil, c'est une histoire de budget, mais si on a quelqu'un pour l'URSSAF, pour la comptabilité, pour faire des factures, pour proposer des offres, des choses, tant mieux. Mais c'est quand même pas la majorité des entrepreneurs débutants. Donc il y a vraiment un truc avec déjà la gestion de tout ça, l'autonomie, et puis après il y a soi. Oui. Et les résistances qu'on peut avoir, fixer un tarif, cadrer le temps par rapport à un temps de prestation, connaître l'humain en face. Parce qu'il va y avoir des résistances. Jusqu'où on peut aller, parce que c'est vrai que si on n'a pas résolu ces limites-là, ces blocages-là quand on était salarié, là, on y est vite confronté en tant qu'entrepreneur. Et là, ça nous prend vraiment en pleine face et c'est compliqué. Tout à fait. Parce que, tu vois, par exemple, une des choses que je remarquais beaucoup, c'est une histoire de limites et de savoir dire non. Ça va se présenter. Il va y avoir des gens qui abusent, des gens qui annulent des rendez-vous, qui se représentent en retard, ou qui vont quand même demander leur dû. Des gens qui vont un peu forcer en face, quoi. Et si en face, il y a un truc de je prends tout le monde, ou je prends ce client même s'il me paraît pas bien, parce que en fait, j'ai peur, et que si je le prends pas lui... tu veux mettre de l'argent sur la table. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se représenter sur les limites, sur le cadre, sur fixer ses tarifs, être payé, relancer éventuellement. Relancer. Voilà. Anticiper des choses. Avoir peut-être pas tous ses œufs dans le même panier. Parce que tout ne va pas marcher comme on le veut, voilà. Peut-être aussi garder une soupape financière, parce que les gens ont tendance parfois à trancher dans le vif. Alors, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent c'est quand je suis acculé que je suis le meilleur ou la meilleure. Ouais. C'est plutôt une énergie masculine, mais ça arrive. Et il y a des gens, c'est quand ils n'ont pas, tu sais, la théorie d'avoir un plan B ou pas. Il y a des gens qui disent pas de plan B, comme ça on y va. Il y a des gens pour qui ça marche. Il y a des gens, ça marche pas du tout, ça. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas garder un pied dans l'entreprise ou une activité qui va permettre d'être en sécurité psychologiquement, et du coup de ne pas accepter tout et n'importe quoi en face par peur, et de dire si je dis non à lui, il y aura peut-être personne. Et donc du coup, comment je paye mon loyer ou comment je paye mes charges. C'est ça. Donc tout ça, ça va réveiller plein de blessures. Ça va réveiller aussi, puisqu'on s'est aussi connu sur ton métier à toi, de la communication au sens large. Il y a ce gros challenge qui, là, lui, apparaît depuis ces dernières années, de la visibilité, de communiquer. Se montrer sur les réseaux sociaux. Montrer son expertise, en parler. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai challenge, en vrai. Et c'est difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est juste, tant que je m'étais pas un peu penchée sur la question, je pensais juste que moi, je trouvais ça difficile. Mais en fait, en questionnant pas mal de gens, qui soient très bien, qu'ils aient beaucoup de followers ou pas, qu'ils aient un business florissant ou pas, s'exposer, se montrer, pour tout le monde. Eh ben, c'est difficile pour tout le monde. J'avais lu, tu sais, dans les peurs les plus au top 3, la première, c'est la mort, logique. La deuxième, c'est s'exposer, parler en public. Donc ça, si les gens ne le savent pas, il faut vraiment qu'ils sachent que c'est une difficulté. Et que presque, moi je dirais, emmenez tous vos enfants... des cours de théâtre, d'improvisation, pour que vraiment ce soit quelque chose qui soit le plus fluide pour eux. Naturel de toute façon, ça leur servira. Je veux dire, qu'ils aillent décrocher un job, qu'ils soient avec des amis ou dans leur négociation avec leurs clients, ça sert toujours. C'est ça. De l'aisance, oser parler, s'exprimer, sans se juger, parce que c'est quand même ça qui fait que les gens n'y vont pas. C'est parce qu'ils se jugent. Ils se disent, je suis pas assez ceci, pas assez cela. Là, quelqu'un va me poser telle question, je saurais pas quoi répondre. Donc, il y a tout un listing d'anxiété tellement forte que les peurs sont plus fortes que l'envie. Et donc, du coup, les gens se freinent. Donc, voilà, ça, c'est le challenge, on va dire, qui s'est rajouté à l'entrepreneuriat ces 5-6 dernières années, qui est intensif de... Tu dois communiquer. Et comment tu communiques ? Si tu n'as pas de produit, au sens, je sais pas moi, si je vends un parfum, ou là, je vais plutôt communiquer sur le produit. Mais il n'empêche qu'on va quand même vouloir savoir qui est derrière. Mais c'est encore plus vrai dans les métiers de service, où le produit, c'est d'abord toi. C'est complètement ça. Donc, si on reprend un peu, on résume plan d'action pour les entrepreneurs qui vont se lancer ou qui
qui sont déjà dans le dur, on va déjà dire, essayez de, si possible, d'être dans une situation sécure. Donc, si vous n'avez pas encore quitté votre emploi, restez dedans. Donc ça, c'est moins de pression, déjà, pour aller, c'est clair. Ce niveau financier, être vraiment sans pression, sans stress. Deuxièmement, apprendre à se connaître. Oui, alors, ça sera jamais un chemin fini. Non. Mais en tout cas, connaître ses failles, ses forces, sur quoi on repose, où est-ce que c'est douloureux, qu'est-ce que je peux changer avec ou pas, quoi on est à l'aise. et qu'est-ce qui fait partie de ma structure, parce qu'il y a des ça. choses qu'on ne pourra pas bouger facilement, en fait. Et moi, je rajoute une troisième, c'est se former, avoir le plus de connaissances possible. On n'est pas obligé d'être expert dans un domaine, ni dans tous les domaines, mais en tant qu'entrepreneur, on va faire 36 000 métiers. Comme tu as dit, il y a la gestion administrative, il y a la com, il y a le côté RH management. Donc effectivement, si on ne gère pas des gens parce qu'on n'a pas de salariés au départ, mais on peut gérer des partenaires ou on peut gérer n'importe qui, des fournisseurs. Donc vraiment essayer de se former un maximum là-dessus. Moi, je rajouterais ça. Oui, et l'autre chose qui me vient en t'écoutant, n'écoutez pas les métiers à la mode. Les gens, quand ils se lancent en entrepreneuriat, et je dis pas que c'est pas des métiers pertinents, hein, je dis juste que des fois, ils ne correspondent pas à la personne. D'où, j'ajouterais qu'en dehors de ses failles, ça, c'est connaître ses valeurs. Ouais. Qu'est-ce qui compte pour nous ? Parce que des fois, on est en contradiction totale entre le métier où on se dit, je sais pas, je garde closer parce que voilà, c'est un petit peu caricatural, mais voilà, il faut faire de l'argent et donc il faut aller. Et il y a des gens, c'est pas du tout, ça ne leur correspond pas du tout en termes de personnalité. Donc n'écoutez pas les tendances. Essayez de vous connaître le plus possible pour savoir vraiment et formez-vous. Alors ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que moi. Multi-formation. Voilà, je n'arrête jamais parce qu'il y avait un truc à la base, tu n'es pas assez et qui du coup devient une force parce que du coup j'adore me former. Mais c'est vrai, formez-vous dans des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent. De toute façon, vous ne vous tromperez jamais parce que vous apprendrez des choses pour vous. Et sinon, faites un bilan de compétences. Moi, je suis formée à l'Ikigai. Ça permet aussi de voir un petit peu sa zone de génie et de trouver. Et souvent, les choses pour lesquelles... Alors oui, et puis il peut y avoir un truc où on est passionné, mais ça ne fait pas un job. C'est ça. Voilà. Une passion, on n'est pas obligé d'être un business. Voilà, parce qu'on dit oui, des fois, oui, ça peut être un fil conducteur, mais c'est pas toujours le cas. Donc, une passion peut rester une passion. Peut-être qu'on aime dessiner, mais on peut peut-être pas en faire un métier. On aime dessiner, point. Et donc, ça nourrit la créativité. Mais vraiment, de se connaître, expérimenter des choses, essayer plein de trucs avant de se lancer. Aller peut-être interviewer, rencontrer des gens qui font ce vers quoi on veut aller. Ça, je le disais déjà à l'époque pour les salariés. Des fois, ils voulaient changer de se reconvertir. Je leur disais, allez sur LinkedIn, demandez à une personne. Il y en a bien une qui va dire OK. Et là, on a l'envers du décor. Parce qu'on idéalise toujours beaucoup, en fait. C'est soit trop difficile, et donc on laisse ça très à distance. Et donc, ça, c'est pas pour moi. Et des fois, c'est dommage. Et à l'inverse, tiens, ça a l'air facile. Un ordinateur, une connexion Internet, et je vais gagner des mille et des cents. C'est ça. C'est un peu du rêve pour l'aventure. Je dis pas que il y a toujours une frange de gens. Oui. Un peu il y a la chance aussi, il y a un facteur chance. Comme les Zidane et comme les Mbappé ou comme les Beyoncé ou tout ça. Il y a toujours, bien sûr. Mais combien il y en a par rapport à la moyenne des gens ? Pas tant que ça. Donc c'est hyper important d'expérimenter, de rencontrer des gens, de discuter, de s'entourer et d'aller voir des gens qui font quelque chose qu'on a envie de faire. Pour vraiment se dire, est-ce que moi, je me vois là-dedans avec ses avantages et ses inconvénients ? Parce que tout a un côté pile et un côté face. Très bien. Super. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à toi. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est quoi ta chanson préférée ? Oh, j'en ai plein. Là, tu me poses une colle. Tu sais, c'est comme si je devais choisir entre mes deux enfants, tu vois. Il y a une chanson, je crois, c'est Faut que tu m'aimes. Je vais peut-être la mettre dans un des réels. Cette chanson, elle dit Faut que tu m'aimes. Moi, j'y arrive pas. Et je trouve que cette chanson, elle parle beaucoup d'estime de soi et de qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Ça rejoint un peu cette histoire de. Et c'est qui la chante ? Je crois qu'elle s'appelle Stiletto, la chanteuse. Okay. Et elle parle de ça. Elle dit Faut que tu m'aimes. Moi, je sais pas faire un truc dans le genre. J'ai plus les paroles là, mais
ce serait presque un conseil, quoi. Alors, s'aimer totalement, on n'y arrivera jamais, mais commencer à se considérer un peu comme son meilleur allié, sa meilleure amie, ça aide énormément. C'est-à-dire que dans ce parcours, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, il va y avoir des endroits qui vont être difficiles, des endroits qui vont être fun, mais le fun, on le partagera toujours facilement. Mais de s'aimer dans le processus. Il n'y a pas une ligne droite, il n'y a pas une station d'arrivée, il y a juste un parcours, un chemin qui va réveiller des blessures, mais des forces aussi. On a parlé et donc, c'est comment je peux continuer à m'aimer même quand les résultats ne sont pas là. Comment je peux continuer à m'aimer même si là, je bug sur Canva ou j'arrive pas à faire telle chose, en fait. Et vraiment, c'est comme si vous aviez un meilleur ami qui dit « Moi, je crois en toi et tu vas y arriver. » Et quoi qu'il en soit, ça va t'apprendre des choses. Parce que des fois, on n'arrive pas là où on veut. Et des fois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit un reroutage, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, qu'on a besoin de choses, soit ça n'est pas fait pour nous. Et c'est OK, tout le monde n'a pas vocation. Il y a des gens, leur système, le salariat leur convient. Et ils s'épanouissent là-dedans. Donc, c'est pas un dogme. Il n'y a pas la right race. Enfin, j'aime pas du tout ces discours. Ça ne convient pas à tout le monde. C'est ça, on n'est pas obligé d'être entrepreneur. C'est ça. Et par contre, je trouve que c'est dommage d'avoir des regrets, expérimenter quelque chose et se dire, bah tiens, moi, finalement, avec tout ce que je vois, bah, ça m'est pas compatible. Des fois, c'est juste un timing. Si on a des enfants petits, peut-être c'est pas le cas. Moi, j'ai démarré, mes enfants, ils étaient adolescents. Donc, c'est pas pareil que si j'avais démarré... finalement, quand ils avaient 4-5 ans. Donc, c'est aussi, voilà, c'est l'écologie de son système, avec ses failles, ses forces. Comment je peux renforcer encore plus mes forces, parce que finalement, c'est sur quoi on s'appuie. Et un allié. Et l'allié qu'on a sous la main tout le temps, c'est nous. Et après, évidemment, il y a s'entourer de personnes voilà, qui traversent les mêmes choses pour se rendre compte que c'est pas juste nous qui sommes un bras cassé, que tout le monde traverse la même chose et que c'est vraiment important de savoir que un chemin, s'il n'y a jamais un point A, un point B, et que finalement on apprend plus dans, tu vois, le parcours que dans le résultat. Tu vois, c'est vraiment ça qui forge quelqu'un. Je voulais aller là et en fait, il y a eu des imprévus, un accident sur la route, une tempête, un ours. Mais dans tous les cas, un trésor. On avance quand même. Voilà, on avance, mais vraiment de s'accompagner dans ce chemin-là qui n'est jamais... un c'est pas une ligne droite. Non, c'est absolument pas. Non. Et d'ailleurs, la vie, elle va nous challenger. Donc, autant être prêt à savoir qu'il y aura des choses. Et vraiment, être doux avec soi. Donc, tu vois, ma chanson « Faut que tu m'aimes », c'est... Essaye de t'aimer même dans les moments difficiles. Faut que tu m'aimes. J'en ai sûrement d'autres. Et quand on aura arrêté, je dirais « Mais... » Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore d'avoir suivi cet épisode avec Aïcha. C'était CC du cul. Concrètement, ça donne quoi ? Je vous retrouve la prochaine fois avec une autre personne qui est aussi chère pour moi dans mon parcours, qui est dans le bilan de compétences et dans le coaching sportif. Franchement, vous allez voir, ça peps. Donc à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.